Au Mali, les contestataires réclament la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont rejeté la formation de gouvernement d'union nationale proposée par les émissaires de la CEDEAO. Vital Kamerhe écope de 20 ans de travaux forcés. Le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi est reconnu coupable de détournement de deniers publics. Ses avocats ont annoncé qu'ils feront appel du jugement du tribunal. Et puis, sur le continent, les personnes guéries du Covid témoignent. C'est le cas au Sénégal de Samba Siné alias Koutia, un humoriste populaire de la télévision, connu pour ses impressions des hommes politiques. Voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Au Mali, les responsables du mouvement de contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta rejettent les propositions des médiateurs de la CEDEAO. Ils disent ne pas vouloir de gouvernement d'union nationale et appellent à la démission du chef de l'État malien. La proposition de l'organisation sous-régionale africaine ne reçoit pas l'assentiment du mouvement de contestation en cours contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Ses responsables ont rejeté l'idée de la formation d'un gouvernement d'union nationale proposée par les médiateurs de la CEDEAO pour sortir le pays de la crise. Dans les circonstances actuelles, aucun gouvernement, même d'union nationale, dont le mouvement du 5 juin n'est ni demandeur ni preneur, ne saurait résoudre les problèmes du Mali, a affirmé dans un communiqué le mouvement contestataire qui prône une refondation au contour flou du Mali. Le mouvement réitère sa demande de démission du président Ibrahim Boubacar Keïta de son régime selon le communiqué. À l'appel du mouvement du 5 juin, coalition hétéroclite, dont la figure emblématique est l'influent imam Mahmoud Diko, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi à Bamako pour réclamer le départ immédiat du chef de l'État au pouvoir depuis 2013. Au soir de cette manifestation, les chefs de la diplomatie du Niger, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, en mission de bons offices au Mali, au nom de l'organisation régionale CEDEAO, ont évoqué la nécessité de mettre en place un gouvernement consensuel d'union nationale, une option à laquelle le président Ibeka a récemment ouvert la voie. Samedi soir, le M5 a estimé que les envoyés de la CEDEAO n'avaient tenu aucunement compte de la source de tous les maux et de toutes les crises du Mali, à savoir la mauvaise gouvernance, la corruption, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta est le seul et unique responsable. Les bulletins de vote sont arrivés au Malawi avant les élections présidentielles de mardi prochain. La plus haute cour du pays a annulé les résultats du vote de l'année dernière pour cause d'irrégularité. Les précisions. Arrivé en deuxième position avec 35,4% des voix, le chef de l'opposition malawite Lazarus Chakwera avait contesté les résultats en pointant du doigt, entre autres, un nombre anormalement élevé de procès-verbaux de dépouillement qui étaient barbouillés de blanc à corriger. À la surprise générale, la justice lui a donné raison et a annulé le scrutin présidentiel. Une nouvelle date a donc été retenue pour l'élection présidentielle. Mais avant l'élection de mardi, les autorités ont réceptionné les bulletins de vote. Le fait que nous ayons pu recevoir les bulletins de vote marque une étape importante dans notre programme de mise en œuvre des élections tel que nous avons été mandatés. Et nous sommes heureux que l'imprimeur a pu nous envoyer ces bulletins, même si l'instruction a été donnée très tard la semaine dernière. Nous sommes prêts, nous sommes à l'aise, nous nous sommes mis en place, nous sommes prêts. Pour mardi, nous sommes prêts pour le 23. Pour l'instant, nous pensons que la sécurité est bonne car l'endroit est très bien gardé. Mais nous devrons voir ce qui se passera lorsque nous expédierons les bulletins de vote vers les différents districts où ils seront envoyés. Le Malawi se rendra donc aux urnes mardi prochain malgré la pandémie de coronavirus. Un total de 564 cas, dont 6 mortels, y ont été recensés à ce jour. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe écope de 20 années de travaux forcés et 10 années d'inéligibilité. C'est la sentence du tribunal devant lequel le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi comparaissait pour détournement de fonds publics. La défense a annoncé qu'elle fera appel de cette décision.
Le tribunal a suivi le procureur dans ses réquisitions. La juridiction a condamné Vital Kamerhe, allié et directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi à 20 ans de travaux forcés pour des faits de corruption. L'ancien président de l'Assemblée nationale, âgé de 61 ans, a écopé aussi des peines annexes, dont 10 ans d'inéligibilité pour le détournement total de plus de 50 millions de dollars de deniers publics. La défense a immédiatement annoncé son intention de faire appel de cette peine à des travaux forcés qu'elle juge par ailleurs contraires à la Constitution. L'avocat français de Vital Kamerhe, maître Pierre-Olivier Sur, a dénoncé un simulacre de procès et une procédure expéditive diffusée en direct à la télévision. Il avait annoncé dès le 11 juin avec son homologue congolais la saisine d'un groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Vital Kamerhe est accusé d'avoir détourné des fonds publics alloués à la construction de 1500 logements sociaux dans le cadre du programme dit des 100 jours du nouveau chef de l'État Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier 2019. Ce n'est pas moi qui suis fatigué, c'est le président de la République, avait-il glissé, face au parquet qui lui avait justement reproché sa tendance à se cacher derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi. Kamerhe devrait être lui-même candidat à la prochaine élection en 2023, selon un accord politique entre les deux hommes, scellé à Nairobi en novembre 2018. Le verdict a été accueilli avec calme à Kinshasa et quelques tensions à Bukavu, la ville d'origine de Vital Kamerhe, où la police a dispersé ses sympathisants. Sur le continent africain à présent, les guéris du Covid-19 font leur témoignage et racontent leur établissement. C'est le cas au Sénégal de Samba Siné alias Koutia, un humoriste populaire de la télévision sénégalaise, très apprécié par les hommes politiques. C'était très dur parce que, tu sais, il y avait plus de 5 personnes là-bas. Donc chaque jour, on m'annonçait la mort de quelqu'un, il ne sait que moi. Donc le dernier jour où j'ai tourné à droite, j'ai vu qu'il n'y avait plus personne. J'ai tourné à gauche, il n'y avait plus personne, il n'y avait que seulement... Et donc là-bas, j'ai eu peur. Et donc, tu vois, ce n'est pas de notre tradition, nous les Africains, et partout dans le monde aussi, de fuir des gens qui sont malades. Je pense que fuir des gens qui sont malades, ça les rend encore plus malades psychologiquement. Je pense que c'est l'occasion de les souhaiter bon rétablissement, de les encourager, mais pas de les fuir et de les... tu vois, moi je pense que ça c'est vraiment c'est un racisme médical. Donc je lance un appel et dès que je sors pour la télévision, pour reprendre mes émissions, je ferai une quinzaine d'émissions de sensibilisation pour lancer un appel à toutes les populations du monde que cette maladie, ça existe. Le Maroc a annoncé un nouvel assouplissement des mesures de restriction en vigueur depuis mi-mars pour lutter contre la pandémie du coronavirus, et ce en dépit d'une forte hausse du nombre de cas ces dernières 24 heures. Les autorités marocaines avaient décidé le 9 juin de classer le pays en 2 zones. La première englobant les petites villes moins touchées par la pandémie, la zone 2 regroupant les grands centres urbains comme Rabat et la capitale économique Casablanca restaient soumises à de larges restrictions. Vendredi soir, les ministères de la Santé et de l'Intérieur ont annoncé dans un communiqué conjoint le reclassement le 24 juin à minuit de la majeure partie du royaume dans la zone 1, à l'exception de 5 villes. Contrairement à ceux de la zone 2, les habitants de la zone 1 peuvent circuler sans permis spécial, accéder aux espaces publics en plein air, faire du jogging ou aller chez le coiffeur. Avec le maintien de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet, le port du masque reste toutefois obligatoire, les rassemblements interdits, les mosquées, salles de cinéma et théâtres fermés, les restaurants et cafés limités aux commandes à emporter. Le ministère de l'Intérieur a par conséquent annoncé vendredi soir le durcissement des restrictions à Kenitra et dans 2 villes proches, après l'apparition de nouveaux foyers épidémiologiques dans des unités de production. Jusqu'ici, le Maroc, 35 millions d'habitants, enregistrait quotidiennement moins d'une centaine de cas en moyenne. Il apparaît relativement épargné avec 9 613 contaminations au total, dont 8 117 guérisons et 213 décès officiellement recensés. Aucune annonce n'a été faite sur la date de rouverture des frontières,
verrouillé depuis mi-mars, tandis que le tourisme, secteur clé de l'économie marocaine, est plongé dans une crise sans précédent. Le Maroc devrait connaître cette année sa pire récession depuis 1996, avec une contraction de plus de 5% de son PIB du fait de la pandémie de Covid-19, mais aussi du faible rendement agricole, selon la Banque centrale du Royaume. Premier maire noir de Belgique et père du joueur et entraîneur de football Vincent Kompany, l'élu d'origine congolaise Pierre Kompany estime qu'en ce qui concerne l'occupation belge du Congo, il y a trop de non-dits et qu'il faut maintenant que la Belgique présente des excuses dans un entretien avec l'AFP alors que le débat autour du passé colonial du pays refait surface. Le moment était tout indiqué. Il y a eu une manifestation contre le racisme. De l'autre côté, il y a déjà des choses qui se préparaient déjà pour qu'on arrive à parler des problèmes de la colonisation qui, à un moment, ressemblent ni plus ni moins à quelques individus qui ont pratiqué le racisme. Je crois que le problème de racisme ici, par rapport à l'étranger ou par rapport... c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Dans l'éducation, on s'est permis de rire de l'autre. Dans l'éducation, on s'est permis souvent de se taire de ce qui est vrai et dangereux. Nous sommes face à ce qu'on dit parfois dans les familles, les non-dits. Les non-dits peuvent provoquer plus tard des problèmes énormes quand les gens l'apprennent. C'est ce que nous vivons ici, les non-dits. Il faut d'abord aller vers des excuses qui vont réchauffer, faire réaliser aux uns et aux autres qu'il s'est passé des choses inacceptables. Pour moi, les excuses doivent venir de l'État et du roi. C'est très simple. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.